venez de présenter les résultats de la première phase de l'étude vers des soins pour tous, l'accessibilité des soins pour les patients et patientes franco-queer au Manitoba. Est-ce que vous pouvez situer pour nous cette étude? Oui, ben, c'est une étude qui est sur 5 ans, qui est en plusieurs phases. On vient de compléter la première phase, la deuxième auprès de justement pour les patients-patientes franco-queer. La deuxième phase sera plutôt au niveau des prestataires. Tu sais, avant la fin mars, on publiait les résultats de cette première phase-là. De façon générale, le projet est financé par le programme pour les langues officielles en santé de Santé Canada. Puis la fin du projet, en 2028, on devrait avoir une formation continue pour les professionnels de la santé, plus un outil d'évaluation de l'accessibilité des soins. C'est vraiment les deux outils que viennent informer cette étude-là, dans le fond. Alors, qu'est-ce qui est sorti dans cette première phase? D'abord, il y avait beaucoup de continuité au niveau tant de ce qu'on retrouve dans l'étude, mais que ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Il y a des barrières connues, comme le fait que c'est difficile d'obtenir des soins en français au Manitoba, c'est difficile de trouver des prestataires qui sont inclusifs. Fait que ces barrières-là sont aussi documentées dans le contexte spécifique des personnes franco-queer. Mais il y a aussi de la continuité au niveau des enjeux liés à la langue, puis des enjeux liés à l'identité queer, dans le sens où les personnes rapportent se sentir plus en confiance avec des prestataires queer, plus en confiance avec des prestataires francophones. Et puis dans les deux cas, c'est vraiment l'effet de se sentir avec quelqu'un qui est comme moi, qui vient créer le sentiment de proximité un peu dans l'épisode de soins. Et puis pareillement, l'offre active, qui est beaucoup utilisée pour l'offre active de soins en français, quand on explore la façon dont les personnes queer veulent recevoir des soins qui sont inclusifs, ben ces principes-là reviennent où c'est vraiment la responsabilité va à l'établissement de comme ouvrir la porte pour que les personnes parlent de leur orientation, parlent de leur identité de genre, puis se sentent en confiance. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de continuité à ce niveau-là. Donc, vous avez exploré des épisodes de soins et réalisé des entrevues également. Oui, c'est ça. On a exploré 37 épisodes de soins par le biais de 7 entrevues. Le guide d'entrevue était comme itératif, fait qu'il y avait une section de comme, tu sais, parlez-moi d'une expérience que vous avez eue, puis là, il y avait quelques questions pour que la personne approfondisse l'expérience. Puis après, on venait à, OK, tu sais, maintenant, tu sais, on recommence un peu. Avez-vous une autre expérience de soins que vous avez eue? Puis c'était dans le contexte du Manitoba post-COVID, fait que dans les dernières années. Fait que, tu sais, chaque entrevue a permis d'explorer plusieurs épisodes de soins. Alors, quelle lecture faites-vous de la configuration intersectionnelle et de l'accès aux soins ici au Manitoba? Ben, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de programmes pour les francophones, il y a beaucoup de programmes queer, mais quand on regarde au niveau intersectionnel, il y a très peu d'overlap entre les deux. Les programmes queer sont jamais désignés bilingues ou désignés francophones. Fait que même si on a des programmes désignés bilingues, ça permet pas, par exemple, d'accéder à des programmes spécifiques pour transitionner pour les personnes trans. Fait qu'il y a comme pour les personnes queer, ça fait que francophone, apprendre l'anglais devient un mécanisme pour avoir du vocabulaire, pour parler de soi, avoir accès à des ressources. Il y a beaucoup de ressources disponibles au Manitoba pour les personnes queer, mais en anglais, fait que c'est comme ça crée une situation où les gens sont comme pris entre deux chaises des programmes pour les francophones, des programmes pour les personnes queer, puis doivent apprendre davantage l'anglais pour accéder aux soins qui sont les plus spécifiques pour elles. Alors, en termes d'implication pour l'organisation des soins, et parlez-nous un peu. Oui, au niveau, tu sais, ce que ça implique pour l'organiser des soins, c'est beaucoup, puis comment les personnes en parlent, c'est vraiment d'avoir des programmes qui sont bénéfiques pour tout le monde, puis pas des programmes qui sont ciblés pour des populations spécifiques, tu sais. Le fait que les personnes franco-queer sont comme pris dans un vide entre des programmes qui visent juste les personnes queer ou juste les personnes francophones, fait que leur façon de voir la situation puis de vouloir améliorer l'accessibilité des soins passe par des mesures qui sont bonnes pour tout le monde. Fait qu'on pense par exemple à avoir des soins qui sont plus modernes au niveau technologique, à avoir une diversité de prestataires qui offrent des soins, diversité autant sur le plan linguistique, sur le plan de l'identité queer que d'autres identités. Ok, en termes de recommandations, vous avez formulé pas mal de recommandations et à qui
et sont-elles adressées? Oui, bon, on a des recommandations pour les organisations de santé et services sociaux qui sont essentiellement mettre les choses qui sont connues puis qu'on sait qui aident. On sait que l'offre active de soins en français, ça aide. On sait que le langage inclusif, ça aide. De l'affichage qui est bilingue, l'affichage qui est inclusif. Tout ça, ça aide à mettre les gens en confiance. Ça fait la différence entre des personnes qui utilisent les soins ou des personnes qui les évitent. Fait que mettre en place ça qui est déjà connu, c'est quelque chose qui est utile, mais aussi des mesures qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la population. Si les soins sont gratuits, oui, c'est bon. Puis, je pense surtout aux soins comme paramédicaux, soins de santé mentale. Ça revient souvent, faut que les personnes payent de poche. Fait que si ça c'est gratuit, oui, c'est bon pour les personnes francophones queer. C'est bon pour toutes les personnes qui ont besoin de soins de santé mentale. Fait qu'il y a tout cet ensemble de mesures-là. C'est sûr que pour les décideurs politiques, il y a quand même encore aujourd'hui, puis on l'a vu dans l'étude, entre autres pour l'hormonothérapie pour les personnes trans, c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que comme tous les prestataires peuvent prescrire, mais aussi tous les prestataires peuvent ne pas le faire. Fait que ça relève un peu du hasard de trouver quelqu'un qui souhaite le faire. Il y a des programmes qui sont offerts comme en clinique, mais c'est temporaire. Il faut quand même aller vers un prestataire primaire à un certain moment. Puis c'est des programmes aussi qui sont en anglais, ne sont pas désignés bilingues, puis potentiellement qui ont la capacité interne d'offrir des fois des soins en français. Ça relève plus du hasard ou de la bonne volonté que d'une organisation systématique des soins pour qu'ils soient inclusifs et pour les personnes queer et francophones. C'est sûr que pour les milieux de recherche, il y a très peu de recherches qui tiennent compte à la fois de l'intersection francophone et queer. C'est souvent fait plus en silo. Fait que d'avoir des recherches, que les chercheurs queer prennent en compte les variables linguistiques, puis que les chercheurs francophones prennent en compte les variables de l'identité queer. Rajouter ça dans les études comme, disons, de façon standard. Il y a toujours un questionnaire socio-démographique, mais rajouter ces variables-là, c'est une façon d'aller chercher des informations supplémentaires. Puis il y a aussi des mesures comme plus systématiques par rapport au système clinique. On rajoute la carte de... la carte pour l'indicateur de langue pour la carte santé, c'est comme ça un bon pas. Puis les dossiers médicaux à terme pourront avoir cette variable-là, mais s'il n'y a pas la variable pour l'identité queer aussi, c'est pas demandé c'est quoi le genre de la personne, c'est quoi son orientation sexuelle, on n'aura pas de variable qui va permettre de croiser les deux données, fait qu'on se ramasse avec comme deux grosses bases de données, mais rien pour l'intersection, fait que de rajouter ça dans la recherche va nous permettre de mieux connaître la situation. Ouais, une dernière question, Max, est-ce que vous avez prévu une phase de dissémination? Oui, mais c'est sûr, là, on lançait le rapport. On a plusieurs activités pour distribuer les résultats. On a beaucoup d'organisations partenaires. On avait comme 21 organisations avec qui on a discuté pour diffuser le matériel de recrutement. C'est pas toutes qui ont répondu, mais parmi celles qui ont répondu, on a des bons contacts. Fait qu'on c'est prévu de leur envoyer le matériel. On a on a au moins une présentation scientifique acceptée dans un congrès en soins pour les francophones. Fait qu'on, à ce stade-ci, on a ces deux façons-là. Puis c'est sûr que la diffusion via les médias sociaux du collectif, ça sera fait dès demain. Là. Okay. Mais c'est ça. Après, s'il y a d'autres opportunités de diffuser encore plus l'information, ça sera fait. On a le rapport complet qui sort sur notre site web demain. On a en fait, dès aujourd'hui, parce qu'il y a le code QR sur nos outils, fait qu'on peut seulement le scanner, puis ça nous mène au rapport complet. Mais on a deux petits outils qui sont les faits saillants, résumé exécutif, un document de 2 pages, puis un document de 4 pages qu'on prévoit traîner un peu partout où on va, quand on va être à Pride, quand on fait des activités sociales, c'est toujours des moments pour distribuer les résultats de nos études. D'accord. Merci beaucoup, Max. Merci à toi. Merci d'être venu à la présentation.